Bonjour, dans cette quatrième partie, on va voir les différents modes de désintégration radioactive. Cette courbe représente la distribution des noyaux dans un diagramme Zn. Alors la courbe en noir que vous voyez ici représente les noyaux naturels stables et tout ce qui est autour sont des noyaux radioactifs, naturels ou artificiels. Par exemple, ces 4 points-là que vous voyez en noir même sont 4 isotopes naturels, 3 isotopes d'uranium, qui sont radioactifs de très grandes périodes de désintégration radioactive. Par exemple, celui-là, il a 4,5 milliards, 4,46 milliards d'années. Le thorium-232 aussi un élément naturel radioactif de grande période, 14 milliards d'années. Alors, tous ces noyaux-là qui se trouvent autour de cette courbe de stabilité sont radioactifs et essayent de rejoindre cette ligne de stabilité par l'un ou l'autre des modes de désintégration radioactive. Alors, il existe plusieurs modes de désintégration radioactive qu'on va les voir dans cette partie. Nous commençons par la désintégration alpha, le mode de désintégration alpha. Donc d'abord, une particule alpha est un noyau d'hélium. Un noyau d'hélium. Donc la désintégration alpha est un mode de désintégration qui concerne de façon générale les noyaux lourds, plus lourds que le plomb. Et il y a une exception qu'on va voir en TD, d'un noyau léger. Mais en général, ce sont les noyaux lourds qui sont instables par excès de nucléons, qui se rapprochent de la courbe noire de stabilité par émission d'un noyau d'hélium appelé particule alpha. Donc un noyau X à Z de la zone des noyaux lourds en général émet une particule alpha et le noyau résiduel est une particule Y qui comporte Z-2 protons et A-4 nucléons. Alors Y est tout à fait différent de X. L'espèce chimique a changé puisque Z a diminué de 2. Alors, la zone des noyaux lourds, ici, si j'agrandis cette petite partie, ici, j'agrandis encore plus, vous voyez par exemple un noyau de radium, 226, émet une particule alpha, et le noyau résiduel, Y, c'est le radon 222. Donc 226 moins 4, c'est 222. Et 88, Z égale 88 moins 2, 86. Alors le radon, lui aussi, lui-même, se trouve instable, loin de la ligne de stabilité, la courbe noire. Il émet à son tour une particule alpha et se transforme en polonium 218. Ainsi de suite, parce que le polonium est lui-même instable, il peut se transformer pour se rapprocher petit à petit de la zone de stabilité. Si on veut calculer la chaleur dégagée par cette désintégration radioactive alpha, alors d'abord un petit mot sur la chaleur de désintégration. Alors de façon générale, toute désintégration radioactive qui est spontanée dégage la quantité de chaleur, la quantité d'énergie Q positive, parce qu'elle se fait toute seule, sans apport d'énergie. Donc c'est la désintégration qui dégage de l'énergie. Alors cette énergie Q positive est appelée chaleur de désintégration. Donc Q c'est la masse totale initiale de la voie initiale, moins la masse totale de la voie finale fois C carré. Alors comme Q est positif, ça veut dire que la masse totale finale est inférieure à la masse totale initiale, c'est-à-dire qu'une partie de la masse a été perdue lors de la désintégration alpha, par exemple, et cette quantité de masse perdue, c'est elle qui a été transformée en énergie selon la loi E égale mc carré. Donc,
la masse perdue fois C carré, c'est la chaleur dégagée. Alors ici, on va essayer de calculer la chaleur dégagée par des intégrations alpha. Donc c'est la masse initiale moins la masse finale de Y et de alpha, le tout fois C carré. Comme les masses tabulées sont généralement les masses atomiques qu'on trouve sur les tables partout, dans les livres, aussi dans les sites web. Alors comme les masses atomiques sont tabulées, on peut exprimer la masse nucléaire en fonction de la masse atomique. Donc la masse d'un noyau, c'est la masse de l'atome, moins Z fois la masse de l'électron. Même chose pour Y. Pour Y, la masse nucléaire de Y, c'est la masse atomique de Y, moins, puisque Z contient Z plus Z moins 2 électrons, donc c'est la masse atomique moins Z moins 2 fois la masse de l'électron. De même, l'hélium, il contient 2 électrons, etc. Donc la masse du noyau d'hélium, la masse alpha, c'est la masse atomique de l'hélium, moins 2 fois la masse de l'électron. Donc les masses électroniques, les masses de l'électron se simplifient parce que ici j'ai Z, ici Z moins 2 et 2. Donc ça se simplifie. Et la chaleur de désintégration alpha, c'est la masse atomique du noyau par X, moins la masse atomique du noyau Y, moins la masse atomique de l'hélium, le tout fois C carré. Alors ici le schéma de désintégration alpha. Alors nous avons un noyau X à Z instable qui va éjecter une particule alpha et se transformer en noyau Y à moins 4 Z moins 2. Alors ici c'est l'échelle d'énergie. Là c'est la masse du noyau Y fois C carré. Et là aussi c'est la masse du noyau X fois C carré. Et la différence, alors cette largeur là, c'est mx C carré moins my C carré. Et comme Q c'est mx moins my moins m hélium fois C carré, donc c'est la chaleur de désintégration, c'est cette différence, c'est-à-dire mx moins my C carré, le tout moins la masse de l'hélium fois C carré, qui donne la chaleur dégagée par désintégration alpha. Donc comme la chaleur de désintégration alpha est positive, ça veut dire que Q est positive, ça veut dire que mx est supérieur à my plus m hélium. Mx est supérieur à la somme des masses atomiques de Y et de l'hélium. Alors ici vous voyez le sens des Z croissant vers la droite par convention. Donc comme la désintégration alpha donne un noyau résiduel Z-2, c'est-à-dire Z diminue de 2 unités, par convention la désintégration alpha est toujours dirigée vers la gauche. Alors maintenant on va voir sous quelle forme a été dégagée cette chaleur, cette énergie de désintégration alpha. On va commencer par écrire le bilan énergétique. Alors, au cours d'une désintégration radioactive, l'énergie totale est conservée. C'est-à-dire que l'énergie totale initiale, l'énergie totale dans l'état initial est égale à l'énergie totale dans la voie finale. Alors, nous avons X qui donne Y plus hélium. L'énergie totale, c'est l'énergie de masse, plus l'énergie cinétique, plus l'énergie d'excitation. Même chose pour Y, et même chose aussi pour le noyau d'hélium. Alors, un petit mot sur l'énergie d'excitation. Alors, dans le cas d'un atome, si un atome reçoit de l'énergie, un chauffage ou bien par rayonnement, alors un électron il peut gagner de l'énergie et changer d'orbite, c'est-à-dire changer de niveau d'énergie. Alors on dit dans ce cas que l'atome est excité. Si l'énergie gagnée par l'électron est très grande, il peut être éjecté, c'est-à-dire ionisation. Parfois, l'énergie acquise par l'électron ne permet pas l'ionisation, mais il lui permet tout simplement de changer d'orbite.
et on dit que l'atome est dans un état excité, et il va se désexciter ensuite par émission, par exemple, de rayonnement X. Dans le cas nucléaire du noyau, là aussi, les nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons, sont classés par niveau d'énergie, ils occupent des niveaux d'énergie bien définis, bien précis. Ici, un noyau reçoit de l'énergie. Une fraction de cette énergie, par exemple, peut être communiquée à un nucléon qui va changer de niveau d'énergie. Et on dit que le noyau est dans un état excité E étoile, c'est-à-dire l'énergie gagnée par ce nucléon. Alors, cet état, il va finir par se désexciter, par émission des ondes électromagnétiques, on va voir la nature par la suite. Donc, un noyau est dit dans un état excité E étoile si un nucléon gagne une certaine énergie et change d'orbite, change de niveau d'énergie. Alors, comme le noyau initial est dans un état stable, c'est-à-dire il n'est pas en mouvement, il est au repos, il va éjecter l'hélium et donner un noyau résiduel. Alors lui, il est au repos, donc il n'a pas d'énergie cinétique. Ces nucléons occupent leur niveau d'énergie fondamentale, donc il n'y a pas d'énergie d'excitation. Il y a seulement l'énergie de masse. La masse du noyau fois C carré, c'est l'énergie de masse. Alors, pour Y, il y a l'énergie de masse. On considère l'énergie cinétique de Y et l'énergie d'excitation aussi. Pour l'hélium, qui est un noyau léger, on va considérer l'énergie de masse, M hélium fois C carré, ici fois C carré. L'énergie cinétique de l'hélium, et on ne considère pas l'énergie d'excitation. Donc, on va écrire la conservation de l'énergie totale, c'est-à-dire l'énergie totale initiale égale l'énergie totale finale, c'est-à-dire la somme de tout ceci égale la somme de tout ceci de la voie finale. Mx c carré égale à My c carré plus Ty plus E étoile plus M hélium ou M alpha puisque ce sont des masses nucléaires c carré plus T alpha. Alors on sait déjà que Mx moins My moins M alpha c carré c'est la chaleur de désintégration. Mx c carré moins My c carré moins M alpha c carré, c'est la chaleur de désintégration alpha. Donc, si vous prenez My et M alpha de ce côté, donc vous aurez Q alpha moins E étoile qui passe de l'autre côté égale à Ty plus T alpha. Donc, on appelle Q étoile la chaleur de désintégration moins E étoile, c'est Ty plus T alpha. Alors la chaleur de désintégration est exprimée en fonction des masses, donc on peut la calculer. L'énergie d'excitation aussi, ce sont des niveaux d'énergie bien connus, on peut l'avoir. Alors cette quantité d'énergie est répartie entre le noyau résiduel Y et la particule alpha. Donc c'est une équation à deux inconnus, Ty et T alpha. Il est donc nécessaire d'utiliser, de chercher une seconde équation. On va écrire la conservation de la quantité de mouvement. Donc, P total, la quantité de mouvement total est conservée. Comme au départ, le noyau X est au repos, donc Px égale à 0. Donc Py plus P alpha égale à 0. Py égale moins P alpha. Ils sont égales en module et de sens opposés. Avec Py, dans le cas classique, alors les particules alpha sont généralement des particules d'énergie classique, pas relativiste. Donc Py c'est M Y V Y, P alpha c'est M alpha V alpha.
Nous avons l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv carré, donc c'est P carré sur 2m, donc je peux exprimer P carré en fonction de T. P carré égale à 2mt. Alors j'ai PY égale à moins P alpha, équation de conservation de la quantité de mouvement. Donc j'écris PY au carré égale à P alpha au carré, ce qui donne 2m P égale à 2mt. Donc 2m YT égale à 2m alpha T alpha, c'est-à-dire MYTY égale à M alpha T alpha. Donc j'ai une relation, seconde relation, entre TY et T alpha. Alors si je reviens à la première équation qui donne la chaleur de désintégration moins E étoile égale à T alpha plus TY, je peux par exemple remplacer TY par M alpha sur MY T alpha, comme ici, ce qui donne T alpha, c'est la masse de Y sur la masse de Y plus la masse de alpha fois la chaleur de désintégration moins E étoile, Q étoile. Alors, avec une bonne approximation, on peut écrire que MY, c'est environ A-4, et MY plus alpha, c'est environ A. Ici, vous avez le noyau Y, il comporte A-4 nucléons, c'est à peu près, donc sa masse c'est à peu près A-4, UMA, X c'est A, et alpha c'est 4. Donc on peut écrire avec une bonne approximation T alpha, ou bien c'est des masses, si on vous donne les masses, vous les utilisez, sinon vous pouvez vous contenter d'écrire T alpha, c'est A-4 sur A fois Q alpha étoile. Ensuite, pour calculer TY, ou bien vous prenez TY sur Q étoile alpha moins T alpha, ou bien vous faites le calcul, vous remplacez T alpha par cette expression. Donc, on trouve TY, c'est M alpha sur MY plus M alpha Q étoile alpha, qui est environ égal à 4 sur A, parce que M alpha c'est 4 UMA, et MY plus M alpha c'est A-4 plus 4 c'est A, Q étoile alpha. Alors un exemple de désintégration alpha, le cas qu'on a vu au début, le radium 226, qui se désintègre en radon 222 plus alpha. Alors, la désintégration du radium vers le radon peut se faire de deux manières. Il peut y avoir des intégrations vers le niveau fondamental avec une probabilité de 94,45%, comme il peut se désintégrer vers un état excité de radium, 187 kV, avec une probabilité de 5,55%. Alors on va calculer l'énergie de alpha 0 et l'énergie de alpha 1 qui sont différents. Alors on vous donne les masses des noyaux, les masses atomiques. Ici ce sont les masses atomiques. Donc ici c'est l'hélium. C'est pas le alpha, c'est l'hélium. On vous demande de calculer T alpha dans les deux cas, E étoile égale à 0 et E étoile égale à 0,187 mètres. C'est-à-dire calculer E alpha 0 et E alpha 1. Alors, dans le cas de désintégration vers le niveau fondamental, E étoile égale à 0, nous avons la chaleur de désintégration, c'est la masse atomique du radium, moins la masse atomique du radon, moins la masse atomique de l'hélium, le tout fois C carré, c'est 4,87 mégaélectronvolts. Donc T alpha 0, c'est quoi? C'est la masse atomique du radon sur la masse atomique du radon plus la masse atomique de l'hélium fois la chaleur de désintégration Q étoile. Q étoile ici c'est Q alpha parce que E étoile égale à 0. Donc ce qui donne T alpha 0,
c'est 4,78 MeV. Donc l'énergie de ces particules alpha 0, lorsque le radium se désintègre vers l'état fondamental, c'est 4,78 MeV. C'est pas très loin de 4,87 MeV. Donc l'énergie du noyau de radon, appelée énergie de recul, c'est 0,086 méga électron volt. Dans le cas où la désintégration se fait vers le niveau excité, on va calculer T alpha 1. Alors, on va d'abord calculer Q étoile, c'est Q alpha moins E étoile, c'est-à-dire Q alpha c'est 4,87 méga électron volt et E étoile c'est 0,187 méga électron volt. 187 kV c'est 0,187 méga électron volt. Donc on calcule Q alpha étoile, c'est 4,68 MeV, ce qui donne T alpha 1, c'est la masse du radon MY sur MY plus M hélium fois Q étoile. Maintenant c'est Q étoile alpha parce qu'on est dans un état excité, ce qui donne T alpha 1 égale à 4,60 méga électron volt. Et l'énergie de recul, c'est Q étoile moins T alpha 1, c'est 0,083 méga électron volt. Vous pouvez faire le calcul avec les nombres de masse, vous allez trouver la même chose. Hein? Donc pratiquement, dans le cas de la désintégration alpha, vous prenez directement les nombres de masse, ça donne exactement la même chose. Alors ici, si je représente les particules alpha, l'énergie, le spectre des particules alpha reçues par des intégrations du radium, je vais obtenir deux types de particules alpha. Une particule alpha très énergétique, plus énergétique, avec une probabilité de 94,45%, et une particule alpha moins énergétique et aussi moins abondante, 5,55%. Donc voici le spectre des particules alpha du radium 226, alpha 0, d'énergie 4,78 et de probabilité 94,45%, et l'énergie des particules alpha 1, l'énergie T alpha 1, 4,6 MeV, et de probabilité 5,55 MeV. Donc en conclusion, la désintégration alpha donne des particules alpha d'énergie bien définie. C'est pourquoi on appelle la désintégration alpha une désintégration qui donne un spectre de raies. Le spectre alpha est un spectre de raies. Voici ici la première raie et la deuxième.